vais tout d'abord remercier le GEP qui a bien voulu accepter donc une communication qui va peut-être être un petit peu en marge de ce qui a été vu jusqu'à présent. Pour me présenter peut-être rapidement, donc je suis un heureux retraité donc qui passe son temps sur un laboratoire à ciel ouvert qui s'appelle la réserve naturelle des Courtilles de Bouclon. C'est là où je continue à travailler principalement sur la question de l'herbivorie, de ses liens avec la biodiversité et des fonctionnalités donc, qui sont associées aux herbivores. Le marais vernier, je le pratique depuis assez longtemps, une bonne cinquantaine d'années, plus quelques-unes encore, donc, mais quand on aime, on compte pas, alors je ne vous dirai pas le nombre exact. J'ai exercé plusieurs fonctions, notamment comme directeur du service scientifique du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, mais j'ai mis en place donc une réserve naturelle nationale, un arrêté de biotope, j'ai mis en place les mesures environnementales, Natura 2000, le site Ramsar, récemment les territoires, le label territoire de faune sauvage pour des propriétés de chasseurs. Et donc, en tant qu'élu, je suis toujours président du COPIL Natura 2000 du site. Donc, si vous voulez, au-delà du simple site des Courtilles de Bouclon que je vais évoquer, j'ai plus de responsabilités sur l'ensemble, disons, du marais vernier. Alors, 50 ans, ça va vous sembler peut-être long. En fait, à l'échelle humaine, peut-être, mais à l'échelle écologique, c'est quand même pas grand-chose. Donc, j'ai plus de questions, en fait, encore sur ce site que de certitudes. Les gens qui pensent avoir des certitudes au bout de 3 ans sur un site, je les admire, mais bon, je me pose des questions quand même. Alors, j'ai quand même évoqué un petit peu la globalité du marais vernier pour mieux comprendre l'application du site des Courtilles de Bouclon. Et ça me semblait nécessaire de faire une première partie quand même, pour ceux qui ne connaissent pas le marais vernier, d'en dire quelques mots. Alors, nous sommes ici avec une carte qui est un petit peu ancienne, mais en fait, la Seine est toujours là. Et on est dans la partie un peu distale, disons, le fond de l'estuaire de la Seine. On a une grande réserve naturelle, celle de l'estuaire de la Seine, qui démarre ici. Et vous avez donc un affluent qui est la vallée de la Rille. La ville de Pont-Audemer, pour ceux qui connaissent un petit peu la Normandie, se trouve au-dessous. Et donc, nous avons cette configuration actuelle, mais qui résulte d'un certain nombre de phénomènes historiques qu'il faut connaître. On a bien souligné tout à l'heure l'importance de la connaissance de l'histoire. Et effectivement, sur le marais vernier, on a essayé donc de comprendre comment s'est formé cet espace au fil des siècles et des millénaires. Alors voilà une carte un petit peu plus ancienne qui nous montre l'estuaire de la Seine avant qu'il ne soit colonisé. Et on voit qu'en fait, la Seine arrivée là, le marais vernier, en fait, ne constituait qu'environ 2000 hectares, pardon, et il y a eu donc 2500 hectares qui ont été poldérisés donc, dans la deuxième partie du 19e siècle pour des raisons économiques. C'était la guerre économique entre Rouen et Le Havre, chacun voulant attirer le plus de flux au niveau des navires marchands. Et donc, à un moment, Rouen s'est trouvé un petit peu prisonnier des bancs de vase, des bancs de sable qui caractérisaient l'estuaire de la Seine, et a décidé d'endiguer la Seine pour avoir donc une remontée plus aisée donc, des navires jusqu'au port de Rouen. Mais bien avant, il faut comprendre comment s'est constitué le marais vernier. En fait, sa constitution démarre quelque part. On est plutôt dans une période glaciaire, il y a 20 000 ans. La Seine, en fait, ne débouche pas dans la Manche, puisque la Manche n'existe pas, le niveau marin est plus bas. Donc la Seine se jette dans l'Atlantique, à peu près à mi-chemin entre les Cornouailles et puis la Bretagne. Et puis, avec le réchauffement climatique, le niveau marin va monter, et donc l'estuaire de la Seine va reculer, jusqu'à sa position actuelle, mais qui n'est peut-être pas une position non plus définitive à l'ère géologique. Et la Seine, donc, qui s'était baladée et qui, avec un certain nombre de méandres, à un moment, elle va capturer son méandre, c'est-à-dire que les deux boucles du méandre vont se rejoindre et abandonner donc un méandre fossile. Et la Seine va déposer donc un cordon littoral à peu près sur ce tracé-là qui va constituer une espèce de digue naturelle sur laquelle les eaux qui proviennent du plateau
on est ici à peu près à 115 mètres d'altitude et ici à peu près à 2 mètres d'altitude, eh bien, les eaux qui arrivent, donc, soit par ruissellement, mais principalement les eaux de source qui percolent à partir donc, de la nappe phréatique, la nappe de la crête, vont alimenter donc, une zone humide sur laquelle vont se développer des mousses brunes, des roseaux, des saules, etc. Et ça va constituer à partir de moins 5500 ans, donc une tourbière. Alors cette tourbière, elle a été, la voici donc en photo aérienne avec un contraste quand même assez important avec le plateau qui est de plus en plus cultivé et urbanisé. On y reviendra par rapport à la question des écoulements d'eau. Une partie alluvionnaire qui était en zone humide et que les services de l'État ont gentiment autorisé, notamment il n'y a pas tellement longtemps, les années 90, à drainer pour faire de la culture. Je ne sais pas si toutes les autorisations ont été obtenues. En tout cas, c'est malheureusement le cas. Et comme ici, on est à 3,50 m, 4 mètres d'altimétrie, une partie des eaux donc, de cet espace peuvent revenir en fait alimenter le marais Vernier. Marais Vernier où on va retrouver des reliques un petit peu des milieux aquatiques, notamment toute une chaîne d'étangs relativement naturelle, puisque c'est une tourbière qui a été assez épargnée en fait par les extractions de tourbe. Une léproserie au XIIe siècle va obtenir le droit de défrier la tourbe, mais ça ne va pas marcher très longtemps. Au XVIIIe siècle, une compagnie belge va essayer aussi d'extraire la tourbe dans ce coin-là. Ça ne va pas durer longtemps, les épidémies vont se succéder. Et puis, lors de la dernière guerre mondiale, les Allemands vont essayer d'extraire la tourbe ici pour faire de l'électricité, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc, en fait, on n'a pas, contrairement à d'autres tourbières qui ont été assez exploitées, je pense normalement, en particulier à l'inventaire du service des mines de 1949, où vous avez la tourbière qui a produit le plus de volume à cette fin, qui constitue le plus gros gisement à cette époque, dans la limite des connaissances, c'est la tourbière de Baute, donc dans la Manche, qui, elle, a été fortement exploitée. Et juste à côté, c'est la tourbière du Marais Vernier, avec 1800 hectares de tourbes. Donc c'est une petite tourbière, mais déjà relativement importante quand même, avec des profondeurs qui peuvent atteindre 5, 6 mètres, voire plus de tourbes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent sur l'échiquier des tourbières métropolitaines. Alors, cette tourbière, on la revoilà. Alors, elle est un petit peu dissymétrique parce que, en fait, comment dire, cette espèce de digue naturelle, donc, a subi un certain nombre d'affronts lors de tempêtes ou de grandes marées, si bien que parfois de l'eau de Seine est remontée et déposée des alluvions, donc si bien qu'on peut avoir à certains endroits une espèce de millefeuille où s'interposent donc des couches de tourbe et des couches d'alluvions. Et on a moins ce phénomène sur la partie orientale donc, du Marais. Ici, c'est une espèce de pédoncule crayeux qu'on n'aperçoit pas, mais qui n'est pas très loin en fait donc, de la surface du sol, qui est liée en fait, c'est dans l'ancien méandre, le creux de l'ancien méandre de la Seine. Donc on voit avec cette coupe qui a été faite quelque part par là, en fait c'est la falaise vive avec de la craie donc, du Crétacé, les poches d'argile à silex et puis le limon de plateau donc, qui recouvre. Donc je pense que presque tout est dit sur cette présentation. Voilà pour l'histoire de l'aménagement donc de cette. Je ne vous mets pas toutes les séquences hein, parce que ça aurait été un petit peu trop long pour aujourd'hui, mais nous avons la chance d'avoir un historien qui a repris énormément d'archives départementales, d'archives nationales et qui a permis d'établir un peu un séquençage de l'occupation historique, bien sûr, de l'homme. Et on voit notamment ce parcellaire de Courty. Donc, pardon, j'ai pas dû appuyer sur le bon bouton. Voilà, donc ces espèces de petites parcelles en lanière, c'est sans doute lié à une origine scandinave, parce qu'à l'origine, ça s'appelait des bouelles, et le bouelle est un terme scandinave, et la commune de Bouquelon, c'est-à-dire Boklund, ça veut dire en fait la hêtraie, le bois de hêtre. Et donc, il y avait, semble-t-il, une certaine forme d'occupation viking qui consistait à tracer une voie et de part et d'autre, un petit peu dans de poisson, donc de mettre en place des parcelles. Alors, ces parcelles sont restées assez courtes sur la commune de Marais-Vernier, parce que la commune de Marais-Vernier est complètement prise
dans le secteur du Marais Vernier. Et ces propriétés-là, qui ont été des propriétés seigneuriales, donc sont devenues des communaux, propriétés en divise en quelque sorte des habitants. Alors que sur d'autres communes, la commune de Bouclon est une commune de plateau, les communaux ne présentant pas beaucoup d'intérêt, vu du plateau, on a proposé aux habitants d'allonger donc leur courtis, si bien qu'ici, nous avons des parcelles qui vont faire 1 km de long contre 700 mètres ici. Donc, c'est une espèce de transept, finalement, sur une partie du Marais Vernier. Ici, nous avons un élément de la réserve naturelle nationale, autre élément de la réserve naturelle nationale ici. Ici, c'est une réserve de chasse et de faune sauvage. Voilà. Je ne vous détaille pas tous les zonages qu'il peut y avoir sur cet espace. Ils sont vraiment très nombreux. Au niveau, jusqu'au 19e, début du 20e, on va avoir une vie un petit peu autarcique avec un usage un petit peu différent. On parlait ce matin dans la première communication des aménités, des services rendus. On voit ici qu'il n'y avait pas une parcelle en fait, qui échappait à des usages, que ce soit pour du bois d'œuvre, du bois de chauffe, de l'arboriculture, du maraîchage, de la pâture, de la fauche, de la litière, etc., la coupe de roseaux, même les ronces qui servaient à lier les bottes de roseaux pour la confection des toits de chaume donc de cette région. Mais évidemment, tout ça, c'est un petit peu inadapté aux réalités socio-économiques actuelles. Alors, les courtis, je viens de vous en parler, donc je passe rapidement. Mais je vais m'attarder un petit peu sur cette espèce de délire donc, du génie rural. On est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Les Français sont rationnés au niveau alimentaire. Et donc, c'est là qu'on va essayer d'amorcer une refonte de l'agriculture où il va falloir à la fois produire plus. Et pour ça, donc, on va remplacer le fumier par les engrais chimiques, on remplace le cheval par le tracteur, on met en place le remembrement, etc. Et sur le Marais Vernier, eh bien, les brillants ingénieurs de l'époque vont considérer que la terre est noire, c'est de la tourbe, et ils vont faire un rapprochement avec les Tchernosiums d'Ukraine. Et donc, ils vont développer un fantasme qui est de faire l'Ukraine normande, donc au Marais Vernier, en instaurant donc un plan de drainage. Si vous avez eu un petit peu le temps, vous aurez passé le film que j'ai piqué au ministère de l'Agriculture, qui s'appelle Marais Vernier, et qui conclut l'agriculture française vient de conquérir un nouveau et magnifique domaine. En fait, ça va être un échec complet, parce que cette tourbe qu'on va drainer va se minéraliser, et en se minéralisant, elle va perdre en 50 ans entre 30 et 70 cm d'altimétrie. C'est-à-dire qu'on va se retrouver les pieds dans l'eau, alors que le projet, c'était au contraire d'assécher le marais. Alors, c'est un peu embêtant parce qu'en fait, les sociétés savantes donc, nous ont indiqué qu'avant ces travaux-là, on avait un milieu exceptionnellement riche en termes d'espèces, disons, qui pourraient nous intéresser encore aujourd'hui. On en a perdu certaines, pas toutes, Dieu merci, mais quand même un certain nombre, parce qu'on se retrouve avec pas tout à fait l'accord de départ, mais quelque part un petit peu pareil en termes, disons, de niveau d'eau. Alors, pas forcément en termes de qualité de tour, puisque évidemment, la partie superficielle va être quelque peu minéralisée par cette minéralisation donc, liée aux travaux du plan Marshall. Exemple, témoin, je veux dire, ces troncs de chênes, les habitants ne comprenaient pas pourquoi les chênes remontaient à la surface. Donc, il a fallu expliquer que ce n'est pas les chênes qui remontaient à la surface, c'était en fait le terrain qui s'affaissait. Donc, on me fait signe qu'il faut que j'aille vite, donc je vais aller vite. Pourquoi ça fait du Microsoft? Donc, je laisse tomber un petit peu ces problèmes liés à la globalité du Marais Vernier pour revenir sur les courtis, pour vous dire qu'il y a plein de choses intéressantes en matière d'espèces, au milieu de type de milieu, avec beaucoup la majorité de l'intérêt repose quand même au niveau patrimonial dans les milieux ouverts. Donc, je passe très très vite pour vous arriver un peu à la question qui nous occupe, c'est-à-dire les inondations. Inondations que nous mesurons donc par des relevés. Donc, voilà, de 1997 à 2018, nous avons 1270 relevés et qui permet de suivre les niveaux d'eau qui sont plus ou moins régulés donc, par un exutoire à la sortie de l'ensemble du réseau de drainage. Ces questions d'eau ont été intéressantes à suivre pour voir s'il y a une modification, en fait, en sachant qu'on se cale, nous, sur deux valeurs guides. C'est la valeur
ici 78 cm au-dessus duquel on est inondé, et ici on a 50 cm la cote de dessiccation. On estime que quand la nappe passe au-dessous, la tourbe est en danger, disons, de minéralisation par trop de dessiccation. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On a à un moment fait une synthèse de tous ces relevés. Donc, je passe un petit peu sur les détails avec un travaux d'études qui ont été faits donc, par un étudiant en maîtrise qui a analysé donc, ces relevés et qui montre qu'en fait, les hivers, on a scindé tous les résultats en 4 périodes de 6 ans. Et la conclusion, c'est que finalement, les hivers sont-ils plus humides? Oui. Est-ce que les étés sont plus secs? Oui. Est-ce qu'il y a plus d'événements extrêmes? Oui. Donc, on va vers un peu une augmentation des écarts à la moyenne, ce qui n'est pas complètement une surprise, mais enfin, ça permettait quand même de l'objectiver. Alors, on arrive sur un peu ce schéma de synthèse, qui vous permettait, où finalement, on a tout un ensemble de facteurs qui vont augmenter l'inondabilité hivernale en intensité comme en durée. C'est aussi l'augmentation du niveau marin, le biseau salé qui progresse, l'augmentation des ruissellements chargés du plateau ou de la partie alluvionnaire, donc du marais, les événements extrêmes, les travaux du plan Marshall, évidemment, qui sont en arrière-plan, et puis une pression administrative sur les niveaux de consigne qui voudrait qu'on garde plus de hauteur d'eau, notamment pour éviter la dessiccation hivernale. Mais la hauteur d'eau, elle peut être gardée au mois de mai, mais si elle est à partir du mois d'octobre et qu'on est sous l'eau, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, les problèmes qu'on peut constater, c'est que finalement, on va avoir une modification du curseur qui régit la compétition interspécifique de végétaux, c'est-à-dire que les végétations vont changer parce que certains végétaux ne supportent pas, en fait, alors que d'autres vont supporter. Donc, la hauteur d'eau pendant 3 mois ou 4 mois va poser problème. Ça va aussi poser une question sur l'importance des sols, et ça va aussi donc modifier les usages agricoles, notamment le foin, l'entretien des prairies, les usages pastoraux. On a bien sûr tous les facteurs externes qui se surajoutent, les pressions agricoles, les usages cynégétiques, les pressions administratives, etc. Qui fait qu'on va arriver de plus en plus vers un scénario de déprise agricole, que certains pourraient appeler de la libre évolution. C'est de l'évolution spontanée, mais en aucun cas d'évolution naturelle, puisque seule la dynamique de la végétation va intervenir, avec d'abord des monocotylédones coloniales selon les secteurs, la Molini, le Calamagrossis epigénios, le roseau, voire le cladium. Mais au bout du compte, c'est une augmentation des boisements. Les boisements, après, on va se poser des questions, puisque l'INRA nous dit que 20% des pluies sont interceptées, donc des pesticides sont interceptés par le boisement, donc il va pleuvoir un peu moins, finalement, pour nous renourrir la tourbe. Par contre, on a une forte évapotranspiration qui est liée à ces arbres d'eau, de saule ou d'eau. Et on perd aussi la patrimonialité liée aux espaces ouverts. Donc tout ça va nous intensifier quand même les sécheresses estivales, ce pompage de l'eau par les boisements, qui va contribuer à baisser l'altimétrie, donc augmenter l'inondabilité hivernale. Donc on va sans doute vers un cycle auto-aggravant par rapport à ça, ce qui évidemment peut poser quelques questions sur l'avenir donc de cet espace. Alors voilà une observation de terrain. C'est une rangée de saules qu'on a plantées, croyant bien faire. Et au fil des années, on s'est rendu compte qu'en été, en fait, eh bien, l'évapotranspiration, sans doute, a contribué à minéraliser donc la tourbe, si bien qu'on finit par intercepter le niveau donc, de la nappe, alors qu'il n'y avait pas d'eau quelques années auparavant. Au moment où on plante, il n'y avait pas d'eau, et maintenant, systématiquement, il y a de l'eau. Et ce type d'observation a été validé sur des anciennes peupleraies, sur des bouquets de sol, etc. Donc en fait, on se rend compte que là où il y a des arbres, eh bien, le niveau altimétrique baisse, ça se creuse et donc ça se remplit d'eau. Alors, donc, arbre, forte évapotranspiration estivale, assèchement superficiel de la tourbe, minération de la tourbe, baisse d'altimétrie, inondabilité croissante. Donc on rentre un petit peu dans ce cycle, c'est du moins ce qu'on se pose comme question. Alors, évidemment, pour déboisement en plein risque d'arriver dans le cadre de la déprise agricole, on va se poser évidemment une question à des échelles beaucoup plus grandes qu'au niveau de la parcelle qui vous est présentée. Quels impacts, alors aussi de ces inondations? L'eau qui arrive est certainement pas tellement propre, donc on va assister au développement en fin d'hiver
début de printemps, quand ça se réchauffe un peu, mais où l'eau est toujours là, au développement donc, de voiles algaux. Alors, je n'ai pas été voir si c'était des spirogyres, des héliothrites ou autre. Bref, ces voiles forment une espèce de croûte, et cette croûte va empêcher, en fait, gêner fortement la reprise de la végétation de marais donc, au printemps. Alors, heureusement, le piétinement d'herbivores va résoudre la situation, mais tant qu'on a cette croûte, en fait, il ne pousse pas grand-chose donc dessus. Alors, le corps particulier de l'aulne est assez intéressant parce que c'est un support, dans une main, si vous voulez, c'est support d'une biodiversité spécifique donc, qui est intéressante, la coccinelle de l'aulne, qui est une espèce assez rare. Et donc, on va garder quelques aulnaies parce que ça semble intéressant. On en a parlé un petit peu ce matin, des aulnaies à Téliptéris, à condition qu'elles ne soient pas trop sombres, parce que sinon, le Téliptéris n'a plus de sous. Par contre, ça va produire une production massive de graines, et les inondations permettent la levée de la dormance des graines. Donc, on va avoir un fort développement de l'espèce au détriment des communautés liophiles des milieux ouverts, c'est ce qu'on observe ici. C'est-à-dire la disparition. Enfin, ici, par exemple, vous avez 5 espèces patrimoniales, de Drosera, d'Anagalis tenella, de Hydrancotite, Cladium, etc. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est produit beaucoup de tanins. Et les tanins sont des inhibiteurs des enzymes digestives des herbivores. Donc, on ne va pas pouvoir vraiment faire brouter par la plupart des herbivores. Donc, difficile à gérer. Et puis, la forte évaporation estivale, donc minération de la tourbe, baisse de l'altimétrie, augmentation des végétations. Donc finalement, l'eau glucineuse, ce n'est pas forcément un cadeau, si vous voulez, à notre avis. Bien sûr, on l'aime bien, mais d'avoir peu de l'eau nez, on se pose comme des questions par rapport à tous ces impacts. Alors évidemment, on se pose la question aussi du phytophthora de l'aune, puisque vous savez que dans une grande partie de l'Europe, donc ce Straménopyle omicette, je crois que c'est comme ça qu'on dit, est en train de décimer quand même pas mal d'aulnaies. Et c'est le cas du marais vernier. Alors, exemple, cette population d'orchidées, c'est la sous-espèce Elodes, donc Dactylorhizum maculata, qui était très abondante sur la réserve des courtils de Bouclon, puisqu'on est arrivé parfois à plus de 3000 amphoras. Eh bien, depuis quelques années, c'est zéro. Ça a disparu. Une autre dose Patermissa a suivi à peu près le même chemin. Alors, pour la faune, quels sont les bénéficiaires? Alors, les oiseaux d'eau, oui, évidemment, sont favorisés, mais il faut se rappeler que les oiseaux ne correspondent qu'à 0,55% de la biodiversité décrite, biodiversité spécifique décrite à Zoo. Donc, un effet d'aubaine de l'inondation. Les poissons, le brochet semble favoriser aussi par rapport à sa mode de reproduction donc, sur des prairies inondées. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'en bordure des temps, il a suffisamment de sites de fleurs de substitution, donc il va bien, même sans avoir des prairies inondées. Les perdants, maintenant. Alors, la viperpéliade, donc, il y a quelques années, je m'amusais en quelque sorte à attraper des vipères pour expliquer un petit peu ce que c'était à pas mal de gens. Je savais où en trouver, j'en trouvais facilement. Aujourd'hui, plus de vipères. Pareil pour la coronelle. Le lézard vivipare également n'aime pas trop les inondations, donc je n'en vois plus également depuis un certain temps. Pour la faune, les insectes, eh bien c'est pareil, nous avons beaucoup d'espèces rares qui sont en fait des espèces qui sont au niveau du sol. Il faut savoir que 80% des insectes ont un stade à un moment donné au niveau du sol. Et donc, on a, lors des inondations, eh bien c'est la panique à bord. Les invertébrés essayent de se sauver. Il y a un effet d'aubaine qui font que les aigrettes, les hérons, etc., vont les consommer. Sur la diapo de droite, vous avez pas moins d'une dizaine d'espèces de mollusques, d'araignées, de d'hyménoptères, de coléoptères, etc., d'homoptères, donc qui sont en période de fuite. Mais pour aller où? En fait, on va perdre en fait beaucoup de ces invertébrés lors des périodes d'inondation. Mais ça, on n'en parle pratiquement jamais, puisqu'on a une directive oiseaux, mais on n'a pas une directive insectes. Voilà, donc par différents itinéraires, l'augmentation des inondations à la réserve du côté de Bouclon, on peut sans doute généraliser plus large au niveau du marais vernier, modifie en fait l'écosystème en profondeur, avec globalement plutôt une perte qu'un gain de patrimonialité qui est sans doute extrapolable donc au reste du marais tourbeux. Et je vous remercie pour votre écoute. Et je voulais saluer quand même notre ami Jérémy Lebrun, qui a tout compris, puisqu'il arbore quand même sur son t-shirt un méga herbivore, donc espèce disparue.
parce qu'on a parlé tout à l'heure qu'il fallait s'intéresser il y a moins 5000 ans. Moi, j'ai la faiblesse de m'intéresser aussi au Pléistocène, c'est-à-dire un petit peu avant. Et dans les périodes du Pléistocène, on avait des grands herbivores, y compris bien adaptés aux zones humides, qui faisaient le job, en quelque sorte. Aujourd'hui, on a de plus en plus de publications dans l'international qui montrent trois choses. Un, l'amnésie écologique, c'est-à-dire qu'on a complètement zappé en fait la naturalité avant que l'homme n'intervienne dans ce type de milieu. Deux, que chaque fois que l'homme a conquis un nouveau continent, les grosses espèces d'oiseaux, de mammifères, voire de reptiles ont disparu, dont les grands herbivores. Et troisièmement, et c'est que ces herbivores, aujourd'hui, qui étaient je dirais, en coévolution avec les milieux herbacés, n'existant plus, eh bien, on a quelque part un déficit en matière de gestion d'un certain nombre d'espaces, donc lié à cette disparition donc des méga herbivores, des grands herbivores et des petits herbivores, donc toute la guilde en fait d'herbivorie qu'on avait sur tous les continents, et ça depuis l'ère secondaire. Hein. Rappelez-vous qu'avant que les tyrannosaures n'hantent nos écrans, il y avait toutes sortes aussi donc de reptiles herbivores donc, qui jouaient déjà le job. Je vous remercie de votre écoute. Merci Thierry. Suite. Donc, je sais